Annick Billon, vous êtes sénatrice centriste de Vendée. On va revenir sur tous ces sujets avec vous, mais d'abord, on va regarder ensemble les unes de la presse régionale. D'abord, la une du Courrier de l'Ouest. Le Mercure s'affole, la Loire tire la langue, conséquence des coups de chaud à répétition et de la sécheresse qui s'installe sur l'Anjou, le niveau du fleuve a drastiquement baissé. La deuxième une, c'est celle des dernières nouvelles d'Alsace. Sexisme et violence, la menace montante du masculinisme. Un jeune homme qui aurait projeté un attentat contre des filles de son lycée a été interpellé à Saint-Étienne dans la Loire. Il se revendique d'une mouvance du masculinisme, idéologie misogyne, complotiste et réactionnaire qui suscite un engouement croissant sur Internet. Et puis la dernière une, c'est celle de la Dépêche du Midi. La carte de France des déserts médicaux. Le Grand Sud n'est pas épargné par le fléau des déserts médicaux qui frappe 151 intercommunalités classées zone rouge par le gouvernement. À partir de septembre, des généralistes seront appelés à renforcer l'offre médicale sur ces territoires en souffrance. De quelle une avez-vous envie de nous parler ? Écoutez, normalement, ça devrait être la météo. En général, le matin, c'est plutôt de la météo qu'on parle. Et aujourd'hui, on respire un peu mieux. Et on va en parler. On respire un peu mieux. Vous avez passé la séance des questions d'actualité hier au Sénat. Je dois dire que c'était une canicule caricaturale qui a été exposée dans l'hémicycle. Puisque, bien entendu, oui, il y a eu des écoles fermées. Elles ont été 2000, ça représente à peine 3% des établissements scolaires. Donc on ne peut pas généraliser, il ne faut pas généraliser. Comme le disait la porte-parole du gouvernement, il y a des choses qui sont faites, plus elles sont faites en proximité, c'est-à-dire avec les collectivités, avec le préfet, avec les services de l'État dans les départements, plus les choses sont efficaces. Donc oui, il faut s'adapter. Forcément, on souffre de la chaleur. Il faut s'adapter en fonction des publics. Et c'est pour ça que dans les EHPAD, dans les écoles, eh bien, on a besoin d'avoir des solutions adaptées à chaque territoire, à chaque établissement. Mais l'État est à la hauteur, selon vous ? L'État est à la hauteur. L'État n'est pas responsable totalement de la météo. Oui, il y a le réchauffement climatique. Oui, il faut anticiper. Oui, il y a des mesures. Est-ce qu'on va assez vite ? Peut-être que non, effectivement. Mais on avance. C'est-à-dire que là, derrière vous, j'ai les jardins du Luxembourg. Eh bien, il faut de plus en plus de verre dans les villes. De nombreuses villes verdissent leurs villes. Et donc, la problématique, elle est différente selon les territoires. Il faut du bon sens aussi. C'est-à-dire que donner les conseils, proposer de l'eau, ça ne va pas être dans l'immédiat les solutions, parce que si on imagine qu'on va réussir à rendre tous les établissements scolaires totalement étanches à la chaleur, ce n'est pas possible. Donc il y a un risque canicule désormais. Nous qui n'avions à ce jour assez peu la culture du risque, il faut qu'on ait cette culture du risque aussi pour la canicule, comme on l'a eu pour les inondations. Adapter les bâtiments, oui. Subventionner, aider les gens qui habitent dans des passoires thermiques pour qu'ils puissent adapter leur logement. Moi, je pense évidemment aux plus vulnérables dans ces situations, c'est-à-dire aussi les plus précaires, évidemment, qui souvent habitent dans des passoires thermiques, les personnes à la rue qui ne peuvent pas se protéger de ces températures absolument insupportables. Autre sujet, on l'a vu dans le journal, c'est la commission d'enquête Betaram sur les violences en milieu scolaire. Elle a rendu son rapport hier. Il y a eu notamment un défaut d'action de François Bayrou. C'est ce qu'au point de ce rapport. Est-ce que selon vous, le Premier ministre va devoir s'expliquer ? Alors, il y a eu ce travail qui a été fait par l'Assemblée nationale. Lorsque, à l'Assemblée nationale ou au Sénat, on mène des missions d'enquête, on mène des missions d'information, on fait un travail de fond, l'idée, c'est pas de se payer la tête d'un Premier ministre ou de quiconque. C'était une commission d'enquête politique, selon vous ? Ça s'est apparenté à certaines séquences, effectivement, à une commission d'enquête politique. L'objectif du député LFI, c'était de se faire, si je peux me permettre ce terme, François Bayrou. Donc, actuellement, à ce jour, ils ont fait une 50aine de propositions. Il faut les regarder. Tous les établissements peuvent être concernés. Aujourd'hui, pour avoir travaillé avec la délégation aux droits des femmes et pour avoir étudié ces sujets au moment de ma loi sur l'inceste, sur le seuil de non-consentement, et avec la Civis également, on sait que 160 000 enfants sont concernés par des agressions sexuelles par an. Il faut qu'on réussisse à repérer, informer, accompagner ces enfants. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Alors, forcément, le repérage, c'est comment ? C'est dans les écoles, si on a suffisamment de médecine scolaire.
et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, mais est-ce qu'il y avait aussi une forme d'institutionnalisation de ces violences dans certains établissements ? Je ne peux pas me prononcer là-dessus. Je crois que y avait des violences, il faut les reconnaître, il faut penser aux victimes, il faut voir comment mieux les accompagner, parce que maintenant qu'elles ont dénoncé, elles attendent des réponses. Il faut évidemment avancer sur cela, il faut de la réparation, de l'accompagnement. Moi surtout, je pense aux victimes à ce moment-là. Une fois qu'on a rendu ce rapport à l'Assemblée nationale, évidemment, il y a 50 propositions. Qui s'en empare ? Est-ce que c'est le gouvernement ? Est-ce que c'est ces députés qui déposent des textes de loi pour qu'on avance rapidement et qu'on s'en donne les moyens de lutter contre ces violences faites aux enfants ? Et qu'on renforce les contrôles aussi ? Les contrôles doivent être renforcés. La loi doit être appliquée. Le repérage doit être fait. Il propose aussi l'imprescriptibilité pour les crimes sexuels sur mineurs. C'est un débat qui revient de manière récurrente au niveau du Sénat et du Parlement en général. Je dois dire que moi, à un moment, si on fait attention aux victimes, on peut comprendre. Et si on comprend les victimes, si on écoute les victimes, on peut comprendre qu'elles demandent cette imprescriptibilité. Alors oui, ça va être difficile de trouver des preuves. Oui, parfois les agresseurs seront décédés. Mais à un moment, pour se reconstruire, ces victimes, elles ont besoin qu'il y ait un coupable qui soit désigné. Et donc peut-être qu'il y a aussi l'imprescriptibilité des crimes sexuels sur mineurs. Autre sujet, à partir d'aujourd'hui, les écrans sont officiellement interdits dans tous les lieux d'accueil d'enfants de moins de 3 ans. On va écouter ce qu'en disait hier la ministre Clara Chapaz lors de la séance de questions d'actualité au Sénat. Le numérique, c'est formidable, mais l'impact sur la santé mentale, le développement, les troubles de l'attention, la sociabilité de nos enfants est un impact qu'il ne convient de ne plus ignorer et sur lequel nous avons décidé d'agir. Nous ne venons pas avec des mesures pour interdire, mais bien pour protéger, pour redonner du temps aux enfants, d'être simplement des enfants. Vous avez beaucoup travaillé sur ces questions, notamment de l'exposition des jeunes aux écrans. Il était temps de les interdire dans les lieux d'accueil de la très petite enfance ? Alors, c'est évidemment important de les interdire. Il faut savoir quand même qu'il y a 10 écrans par famille dans un foyer, donc, et qu'en réalité, l'interdiction des écrans avant 3 ans, globalement, elle n'est pas totalement respectée, évidemment, dans la sphère privée. Donc ça, c'est un premier pas, évidemment, dans ces endroits qui accueillent des enfants, mais ça ne va pas être suffisant. On a besoin aussi, lorsqu'on parle du numérique, que l'obligation et donc les programmes d'éducation au numérique soient une réalité dans tous les établissements scolaires pour protéger les enfants et pour protéger les enfants aussi, puisque vous l'avez dit, j'ai travaillé avec la délégation, au moment où j'étais présidente de cette délégation sur l'industrie de la pornographie, avec les conséquences graves que ça peut avoir sur la construction des enfants, sur leur capacité à avoir de la bienveillance, à avoir de l'empathie. Avec des chiffres alarmants sur le nombre de jeunes enfants qui sont exposés à la pornographie. De l'empathie, on voit qu'on a pu constater au travers de ces travaux que plus un jeune était confronté à ces images, moins il développait de l'empathie envers son environnement, les personnes qui l'entourent et qu'il fréquente. Et donc, quand on parle d'accès aux images pornographiques, il est question de la moitié des enfants de moins de 12 ans qui aujourd'hui voient de manière indirecte, involontaire ou volontaire, des images pornographiques. On arrive à 2 sur 3 pour moins de 15 ans, avec évidemment des conséquences très graves sur leur construction et sur leur rapport aux autres et sur la vie sexuelle qu'ils vont imposer à leurs partenaires lorsqu'ils auront une vie sexuelle, évidemment. On va parler de l'actualité du Sénat. Le Sénat qui examine aujourd'hui un texte pour autoriser notamment les boulangers et les fleuristes à travailler le 1er mai. C'est un texte que vous avez coécrit. On va voir ce qu'il contient précisément avec Stéphane Duguet qui nous rejoint. Bonjour Stéphane. Bonjour Oriane, bonjour Annick Billon. Bonjour. Et Stéphane, le texte pour autoriser le travail dans certains secteurs professionnels le 1er mai est donc examiné aujourd'hui au Sénat. Oui, vous l'avez dit Oriane, Annick Billon, vous en êtes la co-auteure. Vous l'avez déposé avec le président du groupe Hervé Marseille. C'était le 25 avril, au moment où 5 boulangers de Vendée, dans votre circonscription, ont été relaxés après avoir reçu une amende pour avoir fait travailler leurs salariés un 1er mai. En 2024, 21 boulangers avaient reçu une amende pour des faits similaires dans toute la France. Pourquoi ont-ils été sanctionnés ?
fonctionner? Alors, rien, parce qu'il y a un flou juridique sur la question. Depuis 1986, une disposition ministérielle leur permettait de faire travailler leurs salariés le 1er mai sous certaines conditions. Mais cette règle a été rendue obsolète par la Cour de cassation en 2006. Le 1er mai n'est pas un jour férié comme les autres. C'est la fête des travailleuses et des travailleurs. C'est le seul jour férié obligatoirement chômé pour les salariés. Mais la loi permet aujourd'hui une exception. Ont le droit de travailler les salariés, les entreprises et les services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail. C'est ce qui est écrit dans le Code du travail. Et qu'est-ce que la proposition de la centriste veut changer? Alors le texte veut préciser justement qui a le droit d'ouvrir le 1er mai et qui n'y a pas droit. On parlait des boulangers qui se sont beaucoup mobilisés, mais ce ne sont pas les seuls. Les fleuristes aussi demandent à pouvoir ouvrir le 1er mai pour vendre du muguet. La proposition de loi veut donc compléter le Code du travail et donner la possibilité à plus d'entreprises et de services de faire travailler leurs salariés sous réserve qu'ils soient volontaires. C'est un critère important. Je prends la liste que vous faites dans le texte, Annick Billon. Vous souhaitez autoriser l'ouverture des établissements assurant à titre principal la fabrication ou la préparation de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate, mais aussi les établissements dont l'activité exclusive est la vente de produits alimentaires au détail. En gros, ça concerne les boulangeries et les restaurants. Les établissements aussi dont l'activité répond à un besoin public lié à un usage traditionnel propre au 1er mai. Là, c'est plutôt pour les fleuristes qui veulent vendre du muguet. Et dernière catégorie d'établissements, les établissements exerçant une activité culturelle. Cette partie-là concerne les théâtres et les cinémas. Et votre texte, Annick Billon, précisons-le, a reçu le soutien du gouvernement. Mais le texte, il ne fait pas l'unanimité auprès des syndicats et des groupes de gauche du Sénat. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Le texte avait été critiqué par Sophie Binet à la tête de la CGT. Au Sénat, les communistes, les écologistes et les socialistes ont déposé des amendements pour supprimer l'article unique de ce texte. Une sénatrice du groupe RDSE a également déposé un amendement similaire. Il vous reproche, Annick Billon, de vous attaquer à un symbole des luttes ouvrières le 1er mai et de céder aux demandes du patronat. Annick Billon, est-ce que vous n'avez pas peur de dévitaliser la portée symbolique du 1er mai avec ce texte qui répond à une demande des fédérations de boulangers et de fleuristes? Alors absolument pas. Déjà, rappeler qu'avec le président du groupe Union Centriste, Hervé Marseille, nous avons déposé ce texte et nous sommes extrêmement attachés à ce 1er mai, jour férié et chômé depuis 1946. Aujourd'hui, évidemment, nous souhaitons régulariser une situation qui, toutes ces personnes qui s'opposent aujourd'hui à ce texte n'ont jamais eu de problème, ne se sont jamais manifestées pendant 40 ans lorsqu'ils sont allés acheter leur baguette et leur bouquet de muguet le 1er mai. Ça ne leur a posé aucun problème. Alors maintenant que depuis 1986, en réalité, il y avait eu une décision, une circulaire de Martine Aubry. Martine Aubry qui visait à laisser ouverts les fleuristes, les boulangers. Et en réalité, c'est assez drôle, entre guillemets, parce que les artisans fleuristes et boulangers ne rigolent pas, mais elle spécifiait, cette circulaire, au moment où elle avait des responsabilités dans la direction du travail, que les fleuristes, les boulangers pouvaient ouvrir le 1er mai. Je ne crois pas que Martine Aubry soit une figure de la droite ou du centre. Donc déjà, nous souhaitons évidemment protéger ce 1er mai, jour férié, chômé. Mais par contre, nous souhaitons évidemment clarifier la situation parce que les boulangers et les fleuristes, c'est une activité très importante le 1er mai. Les boulangers parce qu'il y a 25% en plus de leur chiffre d'affaires sur un jour férié normal pour le 1er mai. Donc il y a une forte demande. Et puis pour les fleuristes, c'est le 4e jour plus important de leur chiffre d'affaires. Ensuite, ne trouvez-vous pas totalement absurde de demander aujourd'hui à des fleuristes de fermer le 1er mai alors que c'est la vente du muguet, alors que la vente du muguet aussi est très encadrée. Alors moi, tous ces inspecteurs qui ont verbalisé en 2023, 2024, 2025 des boulangeries, ça aurait été peut-être aussi bien qu'ils verbalisent, peut-être, entre guillemets, bien, je ne crois pas, mais qu'ils verbalisent tous les vendeurs de muguet qui ne sont pas réglementaire sur le domaine public. Pourquoi ? Parce que la loi encadre aussi la vente de muguet. Ça ne doit pas être du muguet acheté chez des grossistes. Le muguet ne doit ni être emballé, ni accompagné d'une fleur, ni être présenté sur une table, et ni à proximité d'un fleuriste. Je crois que pour avoir acheté du muguet et une boulangerie et du pain ce jour-là, nous le voyons bien, cette loi n'est pas respectée. Donc aujourd'hui, nous avons des artisans boulangers, 35 000,
qui sont sous la menace d'une fermeture par une interprétation, parce que jusqu'alors, ça n'a pas posé de problème. Donc nous, ce qu'on souhaite, c'est uniquement clarifier la situation des boulangers, des fleuristes et des professionnels que vous avez cités, pour qu'enfin ils puissent exercer une situation qui ne posait de problème à personne jusqu'alors. Donc véritablement sécuriser pour que l'année prochaine, il n'y ait pas de verbalisation, de sanctions pour ces artisans qui ne font que leur travail. Le texte, vous allez l'examiner ce matin au Sénat. Vous comptez déposer un amendement pour préciser, en tout cas un petit peu plus, la notion de volontariat qui est importante, parce que le salarié doit être volontaire pour travailler le 1er mai. Pour vous, il faut qu'il le formalise par écrit. Comment on peut être certain qu'il ne va pas être contraint par son employeur de travailler le 1er mai ? Écoutez, là, il est question de droit du travail. À partir du moment où c'est écrit dans la loi s'applique. Donc moi, je n'ai pas de raison de me dire que la loi n'est pas respectée. Il faut savoir aussi que pour les salariés, le mois de mai, c'est aussi le moyen d'avoir parfois 300, 400 euros de plus sur une feuille de paye, ce qui n'est pas négligeable. Donc pour moi, c'est évidemment sur la base du volontariat. Nous avons voulu le rappeler, le sacraliser avec le président Marseille. Et donc, pour moi, c'est pas un sujet. C'est le 1er mai et férié chômé. C'est dérogatoire pour quelques professionnels et évidemment sur la base du volontariat avec cette journée payée double. Les écologistes, mot, Stéphane ? Oui, les écologistes s'interrogeaient sur l'ouverture d'établissements culturels. Pourquoi les avoir ajoutés dans ce texte ? Parce que la culture fait partie de la vitalité des territoires et que aujourd'hui les cinémas, les théâtres sont ouverts. Donc moi je souhaite que la culture prospère, que tout le monde ait accès à la culture. Et l'ouverture ce jour-là, c'est aussi permettre à des gens qui ne travaillent pas, parce que c'est un jour férié chômé auquel on est attaché, de pouvoir accéder à la culture. Vous pensez que ce texte ira au bout de la navette parlementaire ? Est-ce qu'il passera notamment l'étape de l'Assemblée nationale ? Bien, écoutez, aujourd'hui, il va passer l'étape du Sénat. L'étape de l'Assemblée nationale, comme pour tous les textes actuellement, est une étape difficile, parfois qui ne suit pas des logiques très compréhensibles. Donc l'objectif, bien entendu, pour avoir déposé ce texte, qui est largement co-signé, près de 150 signataires, sénateurs et sénatrices, eh bien, c'est évidemment de le faire prospérer très rapidement avec l'aide du gouvernement qui est favorable à ce texte, pour que le 1er mai 2026, eh bien, il n'y ait pas de verbalisation. En 2025, il y a eu 22 verbalisations. Et je rappelle quand même que c'est 750 € pour un boulanger qui fait travailler un salarié ce jour-là, comme amende, et c'est 1500 si c'est un apprenti. Donc ça représente des sommes considérables. Donc j'espère qu'on aura réglé véritablement le problème avant le 1er mai 2026 et que les boulangers et les fleuristes pourront faire leur travail dans de bonnes conditions sans risquer une amende, sans risquer une verbalisation, sans risquer d'être convoqués pour être jugés. Merci Stéphane. À tout à l'heure. À tout à l'heure. On parlera du débat sur la situation au Proche et au Moyen-Orient qui a eu lieu hier soir au Sénat. Et ce sera à suivre dans le club dans une demi-heure. On va voir l'actualité dans nos régions maintenant, Annick Billon, avec nos partenaires de la presse régionale. On va à Clermont-Ferrand où on retrouve Julien Bonnefoy. Bonjour Julien, merci beaucoup d'être avec nous, chef de l'actu pour le groupe Centre France. Julien, ce matin, vous nous parlez d'un fléau qui gangrène nos villes, les rodéos urbains et les runs sauvages. Oui, Oriane, tout à fait. À Saran, dans le Loiret, c'est le maire lui-même, Mathieu Gallois, qui en a été victime. En mars dernier, il a été percuté par un motard en plein rodéo. Quelques semaines plus tard, c'est sa propre fille qui a été impliquée dans un autre accident. Alors, avec 6 autres élus de la métropole d'Orléans, il a tiré la sonnette d'alarme. Dans une lettre adressée à la préfète, leur constat est sans appel à ces élus. Les moyens locaux sont insuffisants. 8 agents de la police municipale pour une ville de près de 17 000 habitants, eh bien, c'est peu face à un phénomène aussi mobile, aussi dangereux, d'après les élus. Et ce n'est pas qu'un problème orléanais, Oriane, à Clermont-Ferrand. Aussi, en 2021, une femme de 81 ans a perdu la vie. Elle a été percutée par un motard qui faisait une roue arrière. Et le 17 juin dernier, un autre motard a heurté un tramway avant de prendre la fuite. Les accidents, eh bien, ils s'enchaînent, les riverains n'en peuvent plus. Alors oui, c'est ce que rappelle notre dossier. Des mesures existent, caméras de surveillance, boîtes mail de signalement, opérations de police. En 2024, plus de 44 000 opérations ont été menées en France, avec près de 4 000 interpellations. Et depuis le mois de mai dernier, vous le savez, les forces de l'ordre peuvent même engager des poursuites partout sur le territoire, mais suffisant, pas sûr, car au mieux on déplace le problème. C'est en tout cas ce que disent les élus. Et ce qu'ils demandent, ces élus, c'est une réponse à la hauteur, plus de moyens, plus de coordination et surtout une vraie stratégie nationale. Annick Billon,
Une question, ces élus locaux comme à Saran, vous l'entendez, dénoncent un manque de moyens pour lutter contre les rodéos urbains et autres runs. Qu'est-ce que peut faire l'État pour mieux soutenir les communes et notamment les plus petites ? Bonjour monsieur, merci de mettre en lumière ce problème qui effectivement, selon le préfet de police de Paris, ce phénomène augmente de 25% d'année en année. Je voudrais quand même souligner que selon les informations que j'ai, ces rodéos urbains concernent essentiellement, majoritairement, des jeunes entre 15 et 17 ans qui pratiquent ce type de rodéo. Donc là, je pense qu'il y a un sujet véritablement sur la parentalité et la question de que font ces enfants à ce moment-là, alors qu'ils mettent leur vie en danger et ils mettent la vie d'autrui également en danger. Donc ça veut dire quoi? Responsabilisation des parents, sanction pour les parents? Sanction, je ne sais pas, mais il y a forcément un problème dans la parentalité, il faut le résoudre. Ensuite, en 2018, on a voté une loi qui visait à renforcer la lutte contre les rodéos urbains. Cette loi permet des verbalisations, des retraits de véhicules, des retraits de points et également donc un an d'emprisonnement, parfois jusqu'à 15 000 € d'amende. Moi, ce que je constate aujourd'hui, c'est que clairement, il y a assez peu de retraits de véhicules déjà. Sur 18 000 faits en 2022, il n'y avait eu que uniquement 3 000 retraits de véhicules. Donc, probablement qu'il s'agit d'un manque d'effectifs sur le terrain et peut-être s'agit-il aussi d'une justice qui ne va pas au bout des peines qu'elle pourrait prononcer. Donc, moi, je propose évidemment qu'on fasse attention à que font ces enfants dans la rue à cette heure-ci pour faire des rodéos urbains. 15-17 ans, ça me paraît extrêmement jeune. Ensuite, évidemment, l'application de la loi et des sanctions fortes immédiatement dès qu'il y a ce type d'événement, des sanctions qui permettront évidemment d'éviter à d'autres peut-être de se lancer dans ces rodéos. Donc c'est un problème récurrent. Je dois dire que la Vendée semble assez épargnée pour le moment par ces phénomènes. Ça ne fait pas l'actualité en Vendée, mais on le voit bien, toutes les villes, même les villes de moyenne taille, sont concernées désormais. Julien ? Oui, depuis le mois de mai, Madame la sénatrice, les forces de l'ordre, au-delà de la région parisienne, ont le droit de chasser, de pourchasser ces auteurs d'infractions et droit arrière essentiellement. Vous pensez que c'est bien pour la sécurité publique, que ça peut permettre de résoudre le problème ou de l'aggraver justement, puisqu'on en a beaucoup discuté ? Alors, évidemment, les poursuites de ce type de véhicules sont dangereuses et mettent en danger, évidemment, les personnes qui poursuivent, les personnes poursuivies et les personnes qui se trouvent autour. Moi, je suis persuadée que le problème, il est à la base. Le problème, il est un problème d'éducation à la base. C'est-à-dire qu'on ne peut pas laisser ces enfants dans la rue. Alors, il n'y a pas que des mineurs, évidemment, mais qu'il faut sanctionner. Et pour sanctionner, il faut attraper. C'est-à-dire que, évidemment, si vous n'arrêtez pas les auteurs, vous ne pourrez pas sanctionner. Donc, il y a la nécessité absolument de arrêter, sanctionner et que la justice applique les dispositifs que nous avons votés en 2018 parce que sinon on n'y arrivera pas. Moi je veux des sanctions fortes pour ces auteurs qui mettent leur vie en danger, la vie des participants, mais la vie des forces de sécurité qui tentent de les interpeller et la vie des spectateurs, on l'a vu récemment. Merci beaucoup, merci Julien Bonnefoy d'avoir été avec nous. Merci. La une de la République du Centre, on regarde comment stopper les rodéos. C'est à la une de votre journal. Merci beaucoup Julien Bonnefoy d'avoir été avec nous et merci Annick Billon de nous avoir accompagnés pendant cette première demi-heure. Bonne journée. L'examen de votre texte pour autoriser le travail le 1er mai, c'est à suivre aujourd'hui au Sénat. Et on va tout de suite accueillir nos deux prochains invités, c'est Laurent Berger et Benoît Bazin qui nous rejoignent.